L'inflation générale en France, c'est 6%, et l'inflation dans l'alimentaire, c'est plus de 14%. D'accord. Donc c'est plus que 2 fois l'inflation. Ouais, donc Pour nos locataires, le même magasin, avec le même volume de produits vendus, ils font plus de chiffre d'affaires. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit Abhishek. Bonjour Abhishek. Bonjour Clément. Alors, tu es le président de Greenman Art, la Oui. société de gestion de GMA Essentialis. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur cette SCPI? Oui, GMA Essentialis, c'est une SCPI que nous avons lancée en janvier 2022. Greenman Art, c'est une société de gestion qui est une filiale d'un groupe irlandais qui s'appelle Greenman, qui a été lancé en 2005, donc ça fait un peu plus de 18 ans maintenant. Donc on est ravis d'être dans le marché français et de lancer notre business plan dans ce marché. Et alors, le nom de la SCPI, c'est GMA Essentialis. Vous vous spécialisez dans les commerces. Ouais. Peux-tu nous dire un petit peu plus sur cette stratégie? Le nom, je me doute, veut bien dire des commerces essentiels. Ouais. Qu'en est-il? Oui, Essentialis, en fait, donc historiquement, Greenman, le groupe Greenman a commencé à investir dans la grande distribution alimentaire. C'est-à-dire, Greenman a commencé à acheter les murs des supermarchés en Allemagne. Et aujourd'hui, le groupe il y a une filiale dans le groupe qui gère plus d'1 milliard d'euros d'actifs en Allemagne, principalement investis dans les murs de la grande distribution. Donc, et c'est le commerce essentiel. Donc, on s'est dit, c'est un nom qui matche bien avec notre philosophie, notre stratégie. Et donc on a GMA Essentialis. Voilà. Super. Et alors du coup, c'est un point intéressant parce que tu sais, pendant le Covid, on a beaucoup parlé de cette notion de commerce essentiel versus des commerces, alors, entre guillemets, non essentiels. Pourquoi on parle de commerce essentiel finalement? Oui. Évidemment, il y a plusieurs types de commerce et la tendance de consommation dans chaque type de commerce, elle est différente. Quand on parle de prêt-à-porter, les gens ils se sont habitués de plus en plus avec l'achat en ligne. Les gens ils peuvent retourner les produits très facilement. Amazon a vraiment facilité les choses. Covid a accéléré la transition des consommateurs. Donc tout ça, ça a un impact vraiment important sur tout ce qui est prêt-à-porter, des chaussures, etc. Par contre, quand on regarde d'autres types de consommation, par exemple alimentaire évidemment, mais aussi tout ce qui est DIY, comme bricolage, etc. Ou les pharmacies, les pressings, tous ces business-là, ils sont vraiment ancrés dans les habitudes des gens. Et donc les gens, ils préfèrent aller quand même dans les magasins et faire leurs courses dans ces magasins-là. Donc, c'est là où on voit la différence de comportement. D'où le mot. Et de résilience aussi, voilà. En fait. Évidemment. Parce que c'est vrai que, comme tu le rappelles, on avait vu un peu l'essor du quick commerce il y a quelques années, mais qui s'est un peu effondré finalement. Et les supermarchés, ou en tout cas les commerces alimentaires, restent tout à fait nécessaires. Oui. Évidemment, quick commerce, c'était devenu un sujet il y a peut-être 18 mois, 24 mois. Et tout le monde me posait la question, comment vous allez vous adapter. Vous allez vous adapter contre ça. Mais en fait, on disait qu'on voyait que le business model de quick commerce n'était pas résilient. Parce que vous pouvez imaginer que si dans Paris, il y a 100 personnes qui commandent 3 produits en même temps, il faut avoir 100 personnes qui doivent courir dans toutes les directions. Donc, le coût opérationnel, c'est très élevé pour des marges très faibles. Bien sûr. Donc, c'était jamais un problème pour nous. Par contre, dans des petites villes ou des villes moyennes, il y a le click and collect qui marche très très bien, qui est vraiment un modèle encore une fois, qui s'est accéléré pendant le Covid. Et ça, c'est bien intégré dans notre modèle. Tous nos supermarchés en France, par exemple, ils ont la partie click and collect et ça marche très bien. D'accord. Ouais. Et alors justement, là, on parle de tes supermarchés. Alors effectivement, parmi le portefeuille de locataires, vous avez notamment Carrefour, que notre audience, je pense, connaîtra parfaitement. Ouais. Puis maintenant, quelques noms allemands, on y reviendra dans un instant. Ouais. Mais pour toi, c'est quoi l'importance du locataire et comment vous faites pour sélectionner les enseignes ou les marques avec lesquelles vous allez finalement… Alors, c'est une forme de partenariat en fin de compte ce que vous faites, puisque vous achetez l'immobilier, mais si la marque ne va pas bien, l'immobilier ne peut pas aller bien non plus. Absolument. Historiquement, dans l'immobilier, la notion générale, c'était l'emplacement qui était la clé. Pour nous, on pense que c'est non seulement l'emplacement, mais aussi l'occupant. Parce que, encore une fois, dans notre typologie d'actifs, l'enseigne qui occupe, elle reste pendant très très longtemps. Donc, comme tu viens de mentionner Carrefour,
les 6 supermarchés qu'on a achetés en France, Carrefour occupait ces supermarchés depuis les années 70. Et nous, on a acheté en 2022. Et les baux qu'ils ont signés, ils ont signé des baux avec les options de renouvellement 6 fois pour 11 ans. Donc, ils ont sécurisé l'emplacement. Donc, c'est très important pour eux de rester ancrés dans leur immeuble parce qu'ils ont une fidélité de consommateurs dans leur zone de chalandise. C'est le mot technique qu'on utilise, c'est les consommateurs qui habitent autour. Et ça, c'est très important. Donc, ils ne veulent pas perdre cette clientèle, donc ils veulent rester. Donc, pour eux, c'est l'emplacement. Et nous, quand on regarde qui est l'occupant. Il y a des enseignes qui sont plus fortes, il y a des enseignes qui sont plus faibles. Par exemple, la qualité de crédit de Carrefour, elle est superbe. Ils génèrent plus de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. On va parler des enseignes allemandes qui génèrent plus de 60 milliards de chiffre d'affaires en Allemagne. Donc, ils sont vraiment très, très solides financièrement. En plus, ils sont vraiment ancrés dans la société aussi. Ils emploient des locaux, etc. Donc, tout ça, ça joue dans notre processus de décision quand on analyse un dossier. Ça me paraît tout à fait cohérent. Et alors, on parlait rapidement là de l'Allemagne, mais effectivement, je pense que ça intéresse tous nos auditeurs. On le sait, le fait pour une SCPI de s'internationaliser leur permet de bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse sur les immeubles détenus à l'étranger. Vous venez de faire l'acquisition de très beaux immeubles en Allemagne. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Donc, évidemment, nous, on bénéficie beaucoup de notre présence historique de Greenman, le groupe, en Allemagne. Ça fait plus de 18 ans que le groupe est connu dans ce pays. Il y a très peu d'acteurs dans la distribution alimentaire. Donc, ça nous facilite dans la stratégie de Greenman Art pour sourcer les actifs. Ensuite, on avait signé l'année dernière l'acte de vente notariée en novembre pour acquérir 6 actifs. On vient d'intégrer 3 de ces 6 actifs depuis le 1er octobre. Et donc, ça augmente le loyer de 85%, plus de 85%. Évidemment, non seulement le loyer collecté pour une année pleine pour 2024 va augmenter, mais aussi il y a l'avantage fiscal dont tu parlais. Parce que le revenu allemand est imposé différemment que le revenu français. Bien sûr. Donc, il y a un avantage directement pour les investisseurs. Et alors, quand tu compares un petit peu les marchés français et allemands sur la grande distribution, enfin, notamment alimentaire, ce serait quoi les différences majeures d'après toi? Ah, c'est marrant, il n'y a pas beaucoup de différence. Les tendances de consommation sont les mêmes. Les consommateurs dans les deux pays sont très exigeants. Il ne faut pas oublier qu'il y a 87 millions de personnes en Allemagne, 63 millions de personnes en France. Donc, il y a 150 millions de consommateurs. Ils ont les mêmes façons de consommer. Les enseignes, ils ont beaucoup de concurrence aussi. Il y a très peu d'enseignes dans les deux pays. Il y a énormément de concurrence. Il y a une exigence de qualité. On voit déjà que Lidl et Aldi, qui sont des enseignes allemandes, ils commencent à être de plus en plus importants en France. Donc oui, il y a beaucoup de similitudes entre les deux pays, les consommateurs, les enseignes, l'offre aussi. Donc oui, donc c'est très comparable en fait. D'accord. Ouais. Et alors, parce que on nous a souvent dit en fait que l'immobilier allemand avait pu décrocher peut-être un petit peu plus vite que l'immobilier français. Est-ce que c'est quelque chose également que tu as vu? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, vous êtes capable d'aller faire de très bonnes affaires au vu du contexte un peu chahuté sur l'immobilier? Enfin, finalement, comment êtes-vous affecté par cette évolution des taux sur le marché des commerces alimentaires? Évidemment, le marché allemand est le plus gros marché immobilier en Europe. Okay? France, c'est le deuxième plus gros marché. Et quand on regarde le volume de transactions, en Allemagne, le volume de transactions, c'est aux alentours de 8 et 9 milliards d'euros par an dans notre typologie d'actifs. Donc, commerce et la moitié de ça, c'est le commerce alimentaire. Et en France, c'est 6 milliards d'euros, environ 6 milliards d'euros en commerce et un peu plus de 2 milliards d'euros en commerce alimentaire. Donc, ça veut dire que c'est vraiment très petit dans le contexte, versus la taille du marché. Et quand on regarde la typologie d'actifs qu'on achète, nous, c'est vraiment des actifs, c'est des supermarchés qu'on achète dans des villes secondaires. Donc, ce sont des villes où il n'y a pas beaucoup de concurrence. Et nous, on a cette approche qui est vraiment très directe. Donc, on essaye d'approcher directement les vendeurs ou les enseignes qui sont des
historiquement les propriétaires de leurs murs, et on essaie d'entamer les transactions vraiment directement avec eux. Donc voilà, donc ça nous dérange moins quand ça change. Évidemment, la hausse des taux a un impact sur le volume de transactions au total, mais à notre échelle, ça ne change pas beaucoup. Ok. Et du coup, donc là, par rapport aux perspectives à venir, quelle est ton idée? Est-ce que tu penses malgré tout que vous allez être capable d'acheter des biens qui vont avoir un taux de rendement finalement un peu supérieur? On parle souvent, tu sais, du taux de capitalisation qui permet de faire une estimation immobilière. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, vous pouvez probablement acheter des actifs qui payent un peu plus qu'auparavant. Oui, encore une fois, quand on regarde, si je prends un exemple, un actif à Paris, s'il y a un Carrefour à Paris, évidemment, ça a un impact parce que Paris, c'est une ville, c'est la plus grosse ville en France, il y a beaucoup d'investisseurs, donc il y a toujours beaucoup de concurrence. Mais si je parle de Marquise, c'est un actif, c'est une ville, petite ville dans le nord, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Donc, le marché ne réagit pas de la même manière à Paris versus Marquise. Ça, c'est le premier point. Donc, évidemment, en Allemagne, Munich, Francfort, Berlin souffrent beaucoup. Donc, il y a beaucoup de mouvements de prix. Mais quand on fait Bedakenstedt, c'est Edeka qu'on a acheté. C'est une petite ville. Il n'y a pas beaucoup de variations. Ça, c'est le premier point. Par contre, oui, les conditions d'achat peuvent changer. On peut mieux négocier les conditions. Et ça peut prendre… et encore une fois, quand on discute directement avec un vendeur, c'est beaucoup plus facile pour un vendeur de nous confier l'actif ou nous vendre l'actif parce qu'on est très systématique, très structuré dans notre approche. On est spécialisé, donc on fait que ça. Ça fait 15 ans que nos collègues font que ça. Donc on a cette facilité de transaction qu'on apporte aux vendeurs qui est pas très facile à trouver dans notre marché. Ok, donc vous êtes vraiment un acquéreur finalement un peu prime et que du coup qui peut se permettre une négociation un peu plus forte. C'est ça. On parle beaucoup d'inflation en ce moment, de prix du panier moyen. Question peut-être un peu naïve. Est-ce que d'une certaine manière, un client qui souhaiterait se protéger de l'inflation en investissant dans GMA Essentialis serait, on va dire, indexé, aurait ses loyers indexés sur finalement le prix de ses courses puisque les occupants sont finalement des acteurs alimentaires? Très bonne question, c'est très important. C'est quelque chose qu'on regarde vraiment de très près. Si je prends l'exemple encore une fois de notre portefeuille français, les baux sont indexés chaque année. L'inflation générale en France, c'est 6%, et l'inflation dans l'alimentaire, c'est plus de 14%. D'accord. Donc c'est plus que 2 fois l'inflation. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que pour nos locataires, le même magasin, avec le même volume de produits vendus, ils font plus de chiffre d'affaires parce que l'augmentation. Donc ça rend leur magasin plus rentable pour eux. Donc ça veut dire que eux, ils sont capables de payer le loyer un peu plus facilement qu'il y a 3 ans parce que leur chiffre d'affaires augmente à une vitesse plus élevée que la vitesse d'inflation générale. Ça, c'est pour eux. Donc, pour nous, on a les baux indexés et l'indexation se fait chaque année. Donc, tous les ans, pour le 1er janvier, on fait de l'indexation. Et l'indexation, c'est un indice qui est publié par l'INSEE. Ça compense une partie de cette inflation. C'est jamais 100%, mais ça peut être important. Donc, si je vous donne un exemple, les Carrefour, les baux étaient indexés le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023, et l'indexation cumulée, c'était plus 7%. Donc, ça compense quand même une partie importante de l'inflation. Ah oui, c'est sûr, effectivement. Donc pourquoi pas pour nos auditeurs, voilà, si vous trouvez que vos courses sont trop chères, pourquoi pas investir chez GMA Essentialis. Peut-être dernier point par rapport à ça, on parlait des taux. Aujourd'hui, l'effet de levier est cher. Quelle est ta stratégie pour GMA Essentialis sur l'effet de levier? GMA Essentialis a la possibilité d'aller jusqu'à 50% d'effet de levier. Quand je dis possibilité, c'est un mot clé. Parce qu'on a le choix, mais pas l'obligation d'aller jusqu'à 50%. Donc aujourd'hui, on essaye, quand on regarde un investissement, il faut que l'investissement marche au niveau immobilier, au niveau opérationnel. Si ça coche toutes les cases, on essaye de mettre l'optimisation financière en mettant la dette.
Et la proportion de dette, elle change en fonction du taux de rentabilité de l'investissement, le coût de la dette, la durée de la dette, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde au cas par cas. Je pense que sur une période longue, on va être aux alentours de 30-35% de taux d'endettement. Donc voilà, et quand les marchés vont évoluer, évidemment, on peut peut-être refinancer, on peut faire autre chose. Donc il y a plein de choses qu'on regarde en permanence, mais la porte n'est pas fermée. Donc si la dette rajoute de la valeur, on met la dette. Si ça rajoute de la valeur jusqu'à 30% d'endettement, on met 30%. Si c'est 40, c'est 40. Et si ça ne rajoute pas de la valeur, on ne met pas de la dette. Ok, voilà. Hyper clair. Aujourd'hui, les investisseurs sont sensibles au sujet ISR. Ouais. Tu sais qu'il y a également, maintenant on est obligé d'en parler en tant que conseiller d'investissement financier, de demander un petit peu les préférences. Ouais. Quelle est votre stratégie sur le sujet ISR pour l'instant? Oui, aujourd'hui, on n'est pas labellisé, on n'a pas le label ISR, mais le but c'est de pouvoir, et on n'a pas, vous savez, il y a la taxonomie européenne qui a été publiée l'année dernière, donc il y a SFDR article 6, 8 et 9. Donc nous, on est aujourd'hui 6, mais l'objectif pour nous, c'est d'améliorer évidemment la performance et on va viser, on va faire une demande de devenir article 8. D'accord. Mais c'est pas encore fait, mais on veut faire cette demande bientôt. Le fonds qui est géré par notre société sœur chez Greenman, c'est un fonds article 9. Donc on sait tout ce qu'il faut faire. Dans le groupe, il y a cette connaissance, on sait tout ce qu'il faut faire pour la gestion et pour améliorer l'empreinte carbone, etc. Et donc, on va demander cette labellisation. Pardon, pas labellisation, mais SFDR article 8. Mais pour l'instant, on n'a pas. Entendu. Et peut-être pour finir sur une touche peut-être un peu plus légère, est-ce que tu as des anecdotes rigolotes à nous raconter sur vos actifs, vos locataires, voilà, quelque chose qui pourrait intéresser les auditeurs, qui ne serait pas nécessairement évident sur votre activité? Oui, en fait, c'est très marrant. Mes collègues, ils rigolent beaucoup parce que quand on est en voiture, quand on va rencontrer nos partenaires dans une petite ville ou quand on va voir un locataire, j'ai la tendance quand je vois un Leclerc ou un Auchan ou un Carrefour, j'ai la tendance de sortir de l'autoroute, aller dans le parking, je regarde où sont les voitures, quel est le prix d'essence, où sont les caddies, est-ce que le parking est dense ou pas, est-ce qu'il y a beaucoup de voitures ou pas. C'est un réflexe que j'ai qui peut énerver mes passagers parfois parce qu'ils disent OK, on va jamais arriver à notre rendez-vous. Mais ça nous donne énormément d'informations en fait, on ne se rend pas compte. Et quand on parle, évidemment, quand on parle à nos locataires, ils sont étonnés qu'on connaît tellement, on a tellement d'informations sur leur business, sur leurs actifs, comparé aux autres investisseurs qui sont parfois juste là pour allouer le capital et ils ne parlent pas forcément autant avec les locataires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait, c'est une chose. Et là, un autre aspect marrant, c'est la technologie. On utilise beaucoup la technologie, on teste des technologies dans nos actifs. Ok, donc à la fois hyper proche du terrain et puis en même temps toujours le regard vers l'avenir. Absolument. Merci beaucoup Abhishek. Merci beaucoup.